Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer au sommaire de ce 22h. La force africaine en attente tarde à être concrétisée. Pourtant, elle est l'un des grands projets du continent. Cela n'est pas sans conséquence. Certains pays africains n'hésitent pas à faire recours à des forces étrangères comme le groupe Wagner. Quel avenir pour une armée africaine forte? Nous essayons de comprendre. Les premiers résultats de l'enquête dans le dossier du meurtre du jeune Thierno Mamadou Diallo sont disponibles. Le parquet dit avoir inculpé lundi l'adjudant-chef Moriba Camara pour des faits de meurtre et placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry. Le grand format de ce soir nous conduit dans la commune de Matam. Là-bas, des responsables locaux ont mis en place des comités techniques d'assainissement. Sur place, quelques habitants adhèrent à l'action. En dépit de ces initiatives, les moyens sont limités pour débarrasser totalement cette commune de cet tas d'immondices. Djibril Ba et Ibrahim Souri Kamara se sont intéressés à ce sujet et c'est l'angle de ce mardi. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Bienvenue à tous. C'était l'un des grands projets du continent, la force africaine en attente, une armée théorisée depuis la création de l'Union africaine en 2002 pour le maintien de la paix et la lutte contre le terrorisme, mais qui est toujours en train de boiter. Conséquence, certains pays africains n'hésitent pas à faire recours à des forces étrangères comme le groupe Wagner qui cherche à gagner du terrain sur le continent. Mamadou Saliouba, Lamine Girassi, Alcini Camara. Face à l'impuissance des armées régulières, il est devenu le dernier recours, le dernier espoir. Le groupe Wagner, aussi décrié que craint, s'impose peu à peu et cherche à étaler son influence en Afrique, où chaque jour la menace terroriste devient de plus en plus grande. Mais attention, une force étrangère défend avant tout ses propres intérêts. Nos États doivent faire vraiment attention à cette rivalité russo-occidentale interafricaine qui ne représente pas forcément une prise en compte des intérêts fondamentaux de l'Afrique. Les Russes sont là, c'est avant tout pour des besoins d'influence stratégique et non forcément pour la protection des pays africains. Donc, aux États africains de rendre opérationnelle la force africaine en attente, longtemps en veille, mais aussi de faire attention à certains partenaires militaires. Si le Mali pense qu'en passant par le groupe Wagner, il peut endiguer ce problème et reprendre la sécurité, la main sur l'ensemble du territoire national, on ne peut pas refuser ça au Mali, sauf qu'il le fait avec des risques. Parce que même après la guerre, s'il y a des crimes de guerre qui sont commis, autant Wagner et ses responsables pourraient être poursuivis après pour des crimes de guerre, autant l'État malien pourrait être sur le banc de la justice internationale. Créé en 2014, présent en Centrafrique, au Mali et auparavant en Libye, le groupe Wagner est connu pour sa capacité à violer le droit international. Mais en Afrique, certains pays comme la Guinée ne sont pas dans le besoin et pourraient compter sur leur propre armée. À l'interne, on peut se dire tout, mais on sait que notre armée est précédée quand même d'une bonne réputation de par sa performance dans son intervention en Sierra Leone, dans son intervention en Guinée-Bissau, dans son intervention dans beaucoup d'autres pays. Mais attention, aucun pays dans le monde n'est à l'abri du terrorisme. Le procureur général près la Cour d'appel de Conakry a rendu public ce lundi les premiers résultats de l'enquête dans le dossier du meurtre du jeune Thierno Mamadou Diallo. Dans un communiqué, le parquet dit avoir inculpé l'adjudant-chef Moriba Camara pour des faits de meurtre et placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry. Ces co-inculpés sont quant à eux placés sous contrôle judiciaire. Bernard Kondouno décrypte le communiqué du parquet général. Le procureur général près la cour d'appel de Conakry a promis de faire la lumière sur l'assassinat du jeune Thierno Mamadou Diallo. Ce lundi, le parquet général de la cour d'appel de Conakry, après avoir reçu les résultats de la recherche effectuée par la brigade de recherche de Kipé, a rendu public les avancées enregistrées dans les enquêtes entamées après ce drame.
Dans son communiqué numéro 0741/CA/2022, publié ce lundi à Conakry, le parquet général de la Cour d'appel de Conakry dit avoir inculpé plusieurs personnes lors de ses enquêtes. Selon le communiqué, l'adjudant-chef Moriba Kamara a été inculpé de meurtre et placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry et ses co-inculpés, notamment le commissaire principal Pierre Lama en service au commissariat central de Kapororaï, adjudant-chef Mamadou Yerobari, chef de mission à la brigade numéro 1, adjudant-chef Moriba Kamara en service à la BAC numéro 1, Lai Kamara, maréchal des logis chef en service à la BAC numéro 1 et le brigadier-chef Moustapha Kamara en service à la BAC numéro 1 sont tous placés sous contrôle judiciaire. Le même communiqué précise que suivant un réquisitoire introductif d'instruction, le procureur de la République, après information du parquet général, a requis l'ouverture d'informations judiciaires pour des chefs d'inculpation suivantes. Meurtre contre adjudant-chef Moriba Kamara, abstention délictueuse contre le commissaire principal Pierre Lama et les autres pour des faits présumés et punis par les articles 206 et 298 et suivant le code pénal. En date du 13 juin 2022, le doyen des juges d'instruction du TPI de Dixine a été désigné pour diriger l'information judiciaire. Pour rappel, le jeune candidat au BEPC, Thierno Mamadou Diallo, a été tué par balle à Conakry le 1er juin 2022 lors d'une manifestation contre la hausse du prix du carburant. La dernière étape des audiences foraines dans la région forestière a été lancée ce lundi à Zérékoré. 27 dossiers criminels et de viol sont inscrits au rôle et devront être tranchés au cours de la semaine. Pour l'ouverture, c'est un cas de viol qui a été débattu et l'accusé reconnu coupable et condamné à 20 ans de prison, suivi des amendes à payer à ses victimes. Moïse Bitielama pour le compte-rendu. C'est un jeune féticheur d'une trentaine qui a comparu devant le tribunal. Il est accusé d'avoir violé 12 filles à la fois. Après tout le débat, il est reconnu coupable et le tribunal criminel décide. Après en avoir délibéré sur l'action publique, déclare Salomon Nyoda Abba coupable des faits de viols multiples. Pour la répression, le condamne à 20 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 10 ans. Selon le procureur, il faut décourager les candidats à cette infraction des cas de viol dans la région. Il a ensuite invité les forces de sécurité à la vigilance. À travers le travail que nous faisons, à travers les décisions qui sont rendues au niveau du tribunal, qu'on décourage tous ceux-là qui sont candidats potentiels à la commission de cette infraction qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, est devenue récurrente, aussi bien en région forestière qu'à travers le pays. Donc nous, au niveau du parquet, nous sommes déterminés à plus d'un titre avec nos services de sécurité. Chaque fois que ces cas-là nous seront signalés, nous avons déjà donné l'instruction à tous les services de sécurité de procéder à des interpellations, mener des enquêtes, dresser des procès-verbaux et saisir notre parquet pour que la procédure puisse suivre son cours normal. Durant toute cette semaine, les débats se poursuivent pour aboutir aux verdicts qui vont situer les accusés sur les sorts. 3 personnes d'une même famille ont péri ce mardi matin dans un incendie à Yimbaya Taneri, dans la commune de Matoto. Le drame est survenu après que le père de famille ait déposé sa fille à son centre pour le BEPC. Pour le moment, les circonstances du drame ne sont pas connues, mais les témoins affirment que le drame est d'origine électrique. Alcini Bari, Aboubakar Din Kamara. Sa fille va donc revenir du centre d'examen sans trouver ni son père, ni sa mère, encore moins son jeune frère, ou même un souvenir de la maison. Les 3 sont décédés dans un incendie à Yimbaya Taneri. Le feu s'est déclaré au salon alors qu'Aboubacar Diallo s'était recouché après avoir déposé sa fille candidate au BPC. Et c'était aux environs de 6 heures. Le père de famille va vite tenter d'aller récupérer sa femme et son garçon de 7 mois dans la chambre. Avec la fumée, il se réfugie dans les toilettes. Hélas, impossible de sauver sa propre vie. Malgré les cris de détresse, l'aide des voisins n'arrivera que trop tard. C'est dans le salon que
le coup de circuit s'est produit. Quand la fumée s'est intensifiée, donc ils sont rentrés maintenant dans la toilette maintenant pour se protéger. Mais malheureusement, ils n'ont pas été épargnés. La chambre ressemble à un cocktail prêt à exploser à tout moment. Des câbles, un renverseur de 3 phases, un climatiseur, une télé, un ventilateur, sans parler des habits. Le spectacle est désolant et le feu a tout consumé. Pour moi, l'origine, c'est le coup de circuit. Mais selon un électricien du quartier, bon, lui, il dit que la famille, qu'ils ont 3 phases dans la maison. Mais moi, je ne sais pas quand même. Mais selon l'électricien, il dit qu'il y a 3 phases dans la maison. Les corps ont été amenés à la morgue. Les curieux font la navette pour constater l'ampleur des dégâts et les familles accentuent les pleurs. Quand nous quittions les lieux, les officiers enquêteurs avaient entamé les investigations pour situer les responsabilités. Notons de passage que M. Diallo était lui-même électricien de profession. Qu'il repose en paix. Les cas d'accidents signalés ces derniers jours choquent l'opinion à plus d'un titre, alors des voix s'élèvent, notamment celles des acteurs de la société civile et des spécialistes des questions routières, pour inviter les autorités à s'impliquer davantage pour la sécurité routière. Ils ont énuméré un certain nombre d'éléments qui expliquent les causes des accidents. Yebrilba, Tchernosadouba. La route tue plus que toutes les autres maladies, disait l'autre. Les cas d'accidents de la circulation ces derniers temps inquiètent de nombreux Guinéens. Des mauvais comportements des usagers, l'état des routes ou des routes n'ayant pas de panneaux de signalisation, voilà autant de facteurs que cet activiste dénonce sans embâche. La vétusté des engins. Il n'y a pas de service rigoureux de contrôle qui permet de savoir est-ce que le véhicule qui est en circulation ne court pas des risques d'accident. Ça, c'est pas régulier dans notre société. Ces jeunes est dans le bénévolat au compte de sécurité pour tous. Récemment, des campagnes de sensibilisation ont été faites à Conakry à l'intérieur du pays par ses pairs. Mais l'accident de Kolabouyi, celui de Télémulé ou de Mandiana sont à ses yeux comme un défi. Il assure qu'il y a encore de nombreux efforts à consentir pour la sécurité routière. Ces sensibilisations que nous avons faites à proprement dit à l'intérieur du pays ont été plus axées même sur les taxis motards. Parce qu'aujourd'hui, ces motards-là, on se demande quelle est la catégorie de permis qui pourra être soumise à ces taxis motards. Quel est le type de test? Le bilan de ces incidents fait état de 30 morts. Face à cette réalité, nos interlocuteurs ont chacun une proposition. Il y a des mineurs qui n'ont pas l'âge requis pour conduire les engins roulants. Ou il y a des gens qui n'ont pas appris les poids lourds, et qui ont appris les poids légers, mais qui conduisent les poids lourds. De faire des écoles dignes de nom. Avec des gens formés. D'accepter de la formation. Imaginez les auto-écoles. Et d'obliger tout le monde à y passer. D'obliger tout le monde à y passer. L'État doit utiliser même les auto-écoles comme étant des partenaires. Ouais. Pour l'heure, pas de deuil national décrété pour les victimes. Des vives voix sollicitent pourtant ces devoirs de la part de l'État. Ce mardi 14 juin 2022, l'humanité célèbre la journée mondiale du donneur de sang. En Guinée, le Centre national de transfusion sanguine et Médecins sans frontières ont aussi célébré cette journée sur l'esplanade du stade du 28 septembre, une occasion pour eux de sensibiliser la population sur la nécessité du don de sang. L'essentiel de cette rencontre, c'est avec nos reporters Aminata Massile Bangora et Abdoulaye Kamara. Le 14 juin de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale du donneur de sang. Une occasion mise à profit pour sensibiliser les populations sur la nécessité de disposer de sang et de produits sanguins sûrs pour les transfusions. Une manière également d'aider les services nationaux de transfusion sanguine, les organisations de donneurs de sang et autres organisations à renforcer et à étendre leur programme de don de sang. D'où la célébration de cette journée en Guinée à travers l'initiative du CNTS et MSF. Tout ce sur quoi les gens s'appuient, c'est des fois on donne le sang gratuitement, mais à l'hôpital on vend. Il nous faut beaucoup de sensibilisation, il nous faut des moyens logistiques,
des moyens humains pour pouvoir collecter suffisamment de sang. Il nous faut des centres régionaux de transfusion sanguine équipés à l'intérieur du pays pour pouvoir prendre le relais de ce que le Centre national de transfusion sanguine fait à Conakry. Concernant la sensibilisation des populations sur l'importance du don de sang, Médecins sans frontières ne manque pas d'initiatives. Notre objectif était de collecter 40 poches par mois et je puis vous assurer qu'on est au-delà des attentes. Plus de 100 poches par mois ont été collectées au dernier trimestre de 2022. Grâce à vous, des centaines de femmes en travail dans nos maternités, des accidentés qui arrivent dans nos urgences, les patients hospitalisés sont sauvés. MSF vous encourage à persévérer dans l'appui au Centre national de transfusion sanguine qui en a tant besoin. Le Centre national de transfusion sanguine a besoin d'environ 140 000 poches de sang pour couvrir la demande des populations. C'est pourquoi les initiateurs de cette campagne, tout comme les donneurs de sang, plaident pour une forte mobilisation. On doit mettre en tête que donner le sang, c'est sauver la vie. Des pluies diluviennes s'abattent de plus en plus sur Conakry, faute de canaux d'évacuation suffisants. Plusieurs quartiers sont inondés. C'est le cas de Yataya sur le Primo SOS, où depuis ce lundi, les habitants ont les pieds dans l'eau. Ils pointent du doigt un des habitants du quartier qui a construit sur le passage de l'eau. Mariam Fodé Camara commente les images d'Abdoulaye Camara. Nous sommes au quartier Yataya sur le Primo SOS. Ici, les habitants ont passé la soirée les pieds dans l'eau à la suite des fortes pluies de la veille. En cause, le passage de l'eau dans ce quartier est obstrué par la construction d'une cour par certains citoyens du quartier, dénonce cet habitant du quartier. Le passage de l'eau est obstrué par des gens. L'eau n'a plus de passage et quand c'est comme ça, elle s'invite dans nos maisons, détruisant tous nos biens. Nous souffrons. Cette autre victime d'inondation explique qu'elle utilise des bassines appelées kabakoudou pour faire traverser ses enfants. Aucun voisin ne veut céder, se lamente-t-elle. Quand il commence à pleuvoir chez nous, l'eau se propage partout. Nous utilisons les bassines pour faire traverser nos enfants. Nous avons plusieurs fois plaidé. Ceux qui ont construit des cours de CD en vain. Ces victimes affirment avoir mené des démarches auprès des responsables du quartier et de la commune en vain. Avec de fortes pluies, ils craignent des cas de mort si rien n'est fait, d'où leur invite aux autorités à agir. L'État n'a qu'à nous aider puisqu'il a la force et le droit de le faire. S'il pleut à nouveau, il y aura des cas de mort. Des canaux d'évacuation d'eau étant obstrués, la pluie fait d'importants dégâts matériels dans plusieurs familles. Les élèves saluent les nouvelles réformes annoncées par le ministère de l'Alphabétisation et de l'Enseignement préuniversitaire. Ils estiment qu'une bonne formation des élèves dépend d'une bonne formation des encadreurs, un aspect que les autorités ne doivent pas occulter, ont-ils insisté. Rosaline Goto-Monebou, Yacouba Traoré pour plus de précisions. Le système éducatif guinéen est confronté de nos jours à plusieurs anomalies, ce qui occasionne souvent des cas de corruption dans le secteur. Qu'en est-il de l'avenir de l'école guinéenne? Ces élèves interrogés sur la question gardent espoir. Les nouvelles réformes engagées par les nouvelles autorités pourraient bien changer la donne. Vu les dispositions prises par le ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation, je pense qu'il y aura moins de corruption maintenant en Guinée au sein de l'éducation et beaucoup d'efforts chez les élèves. Nous sommes un peu en retard au niveau de la formation, mais avec les changements que s'annoncent là, ça peut aller quand même. Si certains enseignants sont bien formés et le démontrent lors des cours, par contre d'autres le sont moins pour diverses raisons. Il y a pour certains un manque de formation et pour d'autres un manque d'encouragement. Mais pour arriver à un enseignement de qualité, le traitement et la formation des encadreurs doivent être des conditions sine qua non.
Ils doivent d'abord un peu revoir la formation des enseignants parce que eux là, nul n'est savant, donc il faut qu'ils soient bien entretenus d'abord. Parce que quand tu es bien, imaginez un professeur qui est en classe, tu as des soucis ce soir, tu viens, tu ne peux pas te donner à fond. Juste, nous demandons au ministre, car s'il se focalise seulement sur l'encadrement des élèves, ceux des profs aussi, ils doivent contribuer à ça aussi. Parce que si le prof est qualifié, l'élève en deviendra plus que le prof. Moi, je demande au ministre effectivement d'augmenter un peu le salaire des professeurs pour les encourager et puis aussi de contribuer à leur formation. L'école guinéenne, ce ne sont pas seulement les examens nationaux. Selon des élèves, le contrôle devrait se faire dès les basses classes. Tester d'abord les enseignants avant de les mettre en situation de classe. Présent dans la ville des agrumes au compte de l'immersion gouvernementale, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a procédé ce lundi au lancement des épreuves pratiques de l'examen de sortie session 2022 au CFP de Kindia. Alpha Bakar Bari était en compagnie de plusieurs autres ministres du gouvernement de la transition. Aboubakar Kevin Silla. D'abord, le ministre Alpha Bakar Bari assiste à la montée des couleurs devant les 213 candidats que compte le centre de formation professionnelle de Kindia. Le patron du département de l'enseignement technique et de la formation professionnelle rappelle que ces examens de sortie session 2022 est le début d'un long processus de réforme initié depuis octobre au niveau du département qu'il dirige aujourd'hui. Les innovations et ces initiatives devraient nous permettre de mieux qualifier le système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Je voudrais vous dire aujourd'hui que vous êtes l'avenir de notre pays. Vous n'êtes pas l'avenir de vous-même, mais sans vous, la Guinée ne se construira pas. Vous êtes des soldats au même titre que ceux de l'autre côté qui portent des armes. Parce que c'est avec vous qu'on va construire le pays. En compagnie de certains de ses homologues ministres, Alpha Bakar est allé aussi ouvrir certaines enveloppes contenant des sujets dans les salles de classe. Dans la région administrative de Kindia, 3762 candidats, dont 2500 filles, repartis dans 11 centres affrontent les différentes épreuves pratiques de cet examen de sortie, session 2022. En ce qui concerne les évaluations pratiques donc à Kindia-Ville, hors les candidats de l'ENI, nous avons 1542 candidats, dont 889 filles-femmes, soit 58%, répartis entre 4 centres ici. Pendant une semaine, les candidats seront évalués dans 26 filières au total. Un exercice qui sera basé sur des travaux pratiques. C'est pourquoi le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle demande aux candidats d'être sereins et d'éviter la tricherie dans les évaluations. Vous allez passer des examens, je vous demande d'être serein. Serein. Et encore serein. N'acceptez pas de tricher parce que si vous trichez aux examens de sortie, demain, vous n'allez pas tricher à construire un mur. Pour ces épreuves pratiques dans la préfecture de Kindia, 1542 candidats, dont 889 filles, sont concernés. Après 2 ans d'interruption due à la pandémie du Covid-19, la Fédération guinéenne des sports mécaniques a repris ses activités. Elle a organisé la 48e édition du Gymkhana ce week-end au Palais du Peuple à Conakry. Mamadou Oiba et Mohamed Kapelosila étaient de la partie. Le reportage est rendu par Mamadou Sadio Baldé. Après 2 ans de repos forcé, place aux retrouvailles pour les passionnés des sports mécaniques. Cette année, la fédération a dû faire des efforts pour organiser le Gymkhana, selon son vice-président. Le sport mécanique, c'est un sport très coté, mais nous tenons à continuer à faire le sport mécanique. Ça, c'est la 48e édition et je suis très ravi de vous voir si nombreux parmi nous aujourd'hui. Il y a l'assurance, il y a le secteur médical, il y a les locations des palais des peuples. Donc, et avec quelques sponsors, on a réussi à organiser ça. Ce passionné des sports mécaniques participe pour la première fois à la compétition. Un rêve qui se réalise pour celui qui a manqué plusieurs rendez-vous faute de voiture. Je venais à chaque fois, je faisais des freestyles là-bas. Et même quand c'est dans les quartiers, je fais des 0, des 360. Vous voyez. Donc ça m'avait beaucoup appris. Il y a des années que je voulais participer, mais je n'avais pas de voiture en fait. Oumar Ba est notre passionné. Il prend part pour la première fois à la compétition avec son club, le G-Riders, avec brio.
À la sortie du circuit, il exprime sa joie. En fait, on roule, on est tous entre amis, tu vois. C'est pas vraiment une compétition, mais tous, on partage l'amour qu'on a de la moto, de la bécane et des voitures aussi. Parce que j'en ai aussi beaucoup d'amour pour les voitures. À l'image de plusieurs autres fédérations, celle des sports mécaniques est confrontée au manque d'infrastructures. L'esplanade du palais, qui servait de lieu de compétition, ne répond plus aux normes. Le journal se poursuit à présent, notre angle. Matam, à l'initiative accélérée de l'assainissement de différents quartiers, les responsables locaux ont mis en place des comités techniques d'assainissement. Sur place, quelques habitants adhèrent à l'action. Une petite commune, mais Matam est loin de se débarrasser de son visage malsain, faute de moyens pour les collectivités communales. Djibril Ba et Ibrahim Sori Kamara sont allés à leur rencontre. Voici le reportage. Conakry, où la gestion des ordures prend une option sérieuse, des endroits comme la commune de Matam se démarquent. Ici, des journées hebdomadaires d'assainissement se tiennent dans les 24 quartiers de la commune. La gestion des épis, équipements de protection individuelle, se fait avec parcimonie. Cet agent communal nous explique la faisabilité d'une telle initiative. Il est notre fil conducteur. Escorté par un taxi-motard, il nous amène en plein cœur du marché de Madina. Traoré nous indique pourquoi ce lieu est choisi pour un dépotoir. De nous aider dans l'accomplissement de l'objectivité de M. le Président et Mme la gouverneure, y compris M. le maire de la commune de Matam, de sensibiliser les femmes, de leur dire nous sommes là pour eux. Le lieu est régulièrement tenu propre depuis que la mairie de Matam a entamé une campagne d'assainissement hebdomadaire. Des sensibilisations sont faites, l'agent communal s'adonne à cœur joie. Nous savons ici l'accessibilité n'est pas facile. Et sur ce, les femmes, chaque fois quand nous venons, on leur dit de se repousser un peu. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils pensent que nous sommes là, nous ne sommes pas là pour eux. Eux, tandis que nous, notre objectif c'est quoi? C'est d'assainir très bien, les laisser pour que la route, pour qu'il y ait un peu de fluidité. Même si vous voyez ici, avant, l'accès n'était pas facile à Madina. Et à l'heure là, vous pouvez marcher à Madina sans problème. Tout de suite, son idée est accueillie par les marchandes. Madina, tout comme des installations portuaires de la commune de Matam, concentre une forte densité. Par conséquent, une grande quantité d'immondices y sont produites. La dernière fois, le maire peut le témoigner. C'est nous qui avons nettoyé ici. Chaque action d'assainissement, nous nous activons et avertissons tout le monde. Tous les responsables locaux sont tenus au courant. Nous rendons propre ici. Même le maire quand même doit approvisionner toujours de la variable. Très très mauvais. C'est pas un bon pour la Guinée quand même. Surtout la capitale. Le maire de Matam donne de l'exemple à l'occasion d'une journée d'assainissement dédiée à chaque quartier de sa juridiction. Écoutez, l'assainissement faisait partie de nos projets de société avant que nous arrivions dans cette commune. Et c'est pourquoi, depuis que nous sommes arrivés, nous avons pris à bras le corps cette préoccupation majeure de nos concitoyens. Mais nous avons eu beaucoup de difficultés pour la simple raison que la loi nous donne la compétence de la gestion de nos déchets. Mais malheureusement, nous sommes entravés par la création de certaines structures qui prennent nos prérogatives, comme l'Agence nationale de salubrité publique, appuyée aujourd'hui par l'étude de Al-Baraïk, qui bénéficie de l'accompagnement de l'État en termes de moyens d'équipement, les moyens qui devraient être donnés aujourd'hui aux collectivités pour leur permettre de bien gérer leurs problématiques de gestion. Ces actions, comme il le dit, se limitent au simple curage des caniveaux, car les déchets sont laissés pour compte faute d'accompagnement de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique.
triste réalité pour les riverains. Vous savez, la cohabitation avec les ordures, c'est pas facile. C'est malgré qu'on soit à côté des ordures. S'il y avait une solution de nous débarrasser des ordures là, ça nous fera plaisir. Mais le risque, c'est où? Une fois que ces quartiers assainissent, le problème reste, par exemple, dans le cas des curages. Les produits de curage doivent être transportés dans les décharges. Et c'est là l'accompagnement des collectivités doit rentrer en œuvre. Au lieu les camions qui doivent servir de transport de ces déchets de curage vers la décharge, ces camions et ces machines ne sont pas des propriétés des communes. La dotation de la commune en équipement, la mobilisation d'un groupement d'intérêt économique et le retard accusé dans la construction d'une zone de transit et de transfert de déchets ne suffisent pas pour l'instant pour rendre propre Matam. On n'a pas les camions pour au moins envoyer les eaux. Parce que sinon, si la volonté est là, s'il y a les camions, là maintenant, à chaque fois qu'on est nécessité pour envoyer les ordures là où on doit envoyer, là il n'y a pas de problème. La volonté, il y en a. Pour une commune de 170 000 habitants, de nombreux projets sont en cours pour gagner la bataille contre les ordures. À Bonfi, localité réputée plus sale de la capitale, l'espoir renaît. Avant, c'était sale, c'était très très sale. Et bon, chez nous, même vous voyez la fossée ici, nous, on était là chaque moment, c'est nous-mêmes qui nettoyons ici, on dépose tous les ordures là ici. La commune vient maintenant avec leur truc, on ramasse. Mais aujourd'hui, vraiment, on est très content. On ne fait plus ça et on est abonné maintenant. Vous voyez nos poubelles, comment les poubelles sont maintenant intactes. Et le processus de financement, de recensement des ménages aussi est en cours. La tarification pour les ménages aussi a été validée par le conseil par les conseillers communaux. Chaque ménage va payer un abonnement de 35 000 en fonction de sa situation financière, bien sûr. Pour les personnes aussi qui ont des difficultés à payer ça, il y a un système de péréquation aussi qui est en train d'être fait. Matam, comparativement à d'autres communes de Conakry, se distingue. Matoto, où nous avons tenté de rencontrer le maire en vain. Le constat révèle que de nombreux efforts restent à fournir. La propriété de cette vaste commune n'est pas pour demain. Place à présent à nos annonceurs dans la rubrique Public Reportage. Organisé par l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi, un atelier de formation de 50 PME de jeunes s'est ouvert ce lundi 13 juin 2022. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un programme de renforcement de capacité de 150 PME de jeunes à Conakry, Kindia et Boké sur l'application de l'approche HIMO, haute intensité de main-d'œuvre et l'utilisation rationnelle du ciment. Comme chaque année, l'Institut des sciences et de la santé de développement, Gandal, présente des candidats aux examens de sortie, cette année encore pour une meilleure évaluation et pour prouver la qualité de formation qu'il donne, l'établissement a décidé de faire évaluer leurs candidats à l'hôpital préfectoral de Dubreka. Je vous invite à suivre successivement ces éléments de reportage. Cet atelier de formation réunit 50 jeunes venus des PME de Kindia et il va s'étendre sur une période de 3 jours. Il s'inscrit dans le cadre des missions assignées à l'AGETIP et de la 3e phase des axes prioritaires inscrits au plan de travail annuel du ministère de la Jeunesse et des Sports. Je pense qu'elle est importante et essentielle. Comme je disais tout à l'heure, il faut permettre effectivement à cette génération aujourd'hui d'avoir les moyens de développer son pays. Et donc pour ça, il faut les renforcer les capacités. Effectivement, le savoir-faire est important aujourd'hui. Cette session de formation vise à renforcer les capacités des PME et associations de jeunes sur l'application de l'approche IMO et l'utilisation rationnelle du ciment afin de leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires et les connaissances suffisantes pour être compétitives sur le marché. Notre approche, qui est l'approche de l'utilisation de haute intensité de main-d'œuvre, n'est pas enseignée dans les structures d'enseignement.
les entrepreneurs, les ingénieurs n'ont pas la maîtrise. Alors que la plupart de nos projets s'exécutent par cette approche. On s'est dit qu'il faut vraiment vulgariser cette approche au niveau des entrepreneurs, au niveau des PME. L'AGETIP a pour mission, entre autres, de promouvoir de l'approche IMO dans la réalisation des travaux d'intérêt public, favoriser l'implication des entreprises, associations, bureaux d'études et cabinets de consultants locaux privés dans la réalisation des actions de développement économique et social durable et contribuer au renforcement des capacités des entreprises et la mise en œuvre des programmes et projets de développement. Par rapport à l'approche IMO, nous savons tous que c'est la haute intensité de main-d'œuvre et cela également pourra nous perfectionner parce qu'un entrepreneur, par exemple, qui est dans la maçonnerie, devrait se perfectionner tout en mettant la main dans la pâte. Parlant des résultats attendus, Ahmed Sekoumara, directeur général de l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi, nous explique. À la sortie de cet atelier, nous voulons avoir des PME bien opérationnels qui maîtrisent l'approche IMO et qui utilisent de façon efficace et efficiente le ciment et qui participent à des compétitions, des opportunités que le pays les offre. Au terme des différentes formations qu'elle compte organiser, l'AGETIP souhaite disposer d'une base de données de PME de jeunes hautement qualifiés et disposant de compétences nécessaires pour appuyer l'agence dans sa mission de maître d'ouvrage délégué de l'État et des collectivités. Oumou Salamata Diallo fait la 3e année à l'Institut des sciences de la santé et du développement Gandal. Elle veut devenir technicienne supérieure de labo, alors elle fait tout pour réussir son examen de sortie. Elle répond aux questions sans tâtonnement et devant le microscope, elle montre une certaine maîtrise. À la sortie, elle est optimiste. C'est pas facile pour faire ces examens pratiques, mais heureusement, on a pu surmonter. Rassuré, le jury aussi l'est. Plusieurs candidats de l'Institut des sciences de la santé et du développement Gandal sont passés devant lui. Et pour l'instant, aucune déception. Les élèves que j'ai eus sous ma main pour les pratiques se sont bien défendus. Je suis confiant que les gens que j'ai eus ce matin pourront faire quelque chose dans l'avenir. Et si le jury est convaincu, c'est parce qu'ici à Gandal, tout est mis en œuvre pour la réussite des candidats. Une formation beaucoup plus pratique, des outils de travail et des stages garantis. Ici, nous sommes à l'hôpital préfectoral de Dubreka, où plusieurs étudiants et étudiantes de l'Institut Gandal font leur stage. C'est encore ici qu'ils passent leur examen pratique pour une meilleure évaluation. Dire que nous formons en théorie et que nous évaluons les gens encore dans nos propres installations, ça risque de faire perdre un peu la crédibilité. Donc c'est ce qui nous motive de venir à l'hôpital de Dubreka, donner à d'autres personnes d'évaluer nos candidats. Si à Hamdallah Pharmacie, à la cimenterie et à Koundara, les instituts Gandal offrent des stages dans les centres de santé, CMC et CHU du pays. Le stage, une étape qui prépare ses étudiants à la vie professionnelle, Dr Ansoumani Kourouma garde de belles expériences. La plupart de ces étudiants sont passés dans notre structure où on a eu beaucoup de mentions quand même. Ils ont laissé beaucoup d'impressions vraiment pour notre structure. Et ce sont des étudiants qu'on a beaucoup appréciés. D'ailleurs, le directeur, dans le temps, avait même dédié de satisfaits à certains parmi eux. L'année dernière, les étudiants des instituts Gandal ont eu 100% d'admis. Cette année encore, après 3 ans de formation, encadreurs et étudiants sont rassurés. Voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par Mamadou Kalisso grâce à l'assistance technique de Lamine Sidibé. Merci de votre aimable attention. Au revoir et portez-vous bien.